J'ai quelques slides à vous présenter concernant les Azure Functions. Qui déjà dans la salle utilise les lambda d'Amazon? Cloud Functions de Google? Azure Functions? Ok, un petit peu. Ok. Donc vous connaissez déjà un peu le sujet. Mais bon, pour les autres, on va essayer de voir ce que c'est et quels sont les avantages de tout ça. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire de développeur, de notre histoire à nous. Je pense qu'on a tous connu ça, configuration. Donc on a passé notre temps en fait à configurer les applications, à écrire des YAML files, à écrire des configurations JSON, peu importe. Qui a déjà essayé de mettre en place SSL? Personne? Ouais, quand même. C'est très galère en fait. Quand on le fait manuellement, bien sûr, même avec des outils, mais bon, ça reste quand même très compliqué à mettre en place et il ne faut pas vraiment le rater. À configurer des machines, des Linux, mettre à jour le système, mettre à jour les différents stacks applicatifs, etc. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Même des fois, moi le premier, je ne sais pas ce que je fais. Je copie des configs d'internet, ça marche pas, je réessaye, ça marche. Mais au moins, ça marche sur ma machine, et puis une fois que c'est en prod, c'est plus mon problème. Malheureusement, on a tous vécu ça. Maintenant, je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes sur des architectures en microservices, ou peut-être bientôt. Qui est déjà sur ce type d'architecture, ces problématiques-là? Ah, pas beaucoup, ok. Bon, les autres, je sais pas, mais il faudra peut-être s'y mettre. Non, franchement, il y a des avantages aux microservices. Il y a un sujet qui est lié aux microservices, il y a un truc qui vibre quand je parle. C'est la notion de serverless. C'est très à la mode depuis quelques années, peut-être 1 ou 2 ans maintenant. Mais bon, je pense quand même, à mon avis, que c'est une notion assez, comment dire, méconnue et que pas mal de gens confondent avec d'autres technologies, typiquement les functions, voire aussi certaines fois les microservices. Je pense que vous connaissez tous Monsieur Martin Fowler, qui a donc donné une très bonne définition, on va dire, des serverless. C'est imperturbant en fait le bruit qui vibre. Globalement, pour résumer, il a expliqué que le serverless, c'est principalement 2 choses. C'est des API, ce qu'on qualifie de backend as a service, ou base, pardon, combiné avec votre code applicatif qui tourne dans des fonctions éphémères, voilà, qui tournent dans des conteneurs, qu'on appelle du coup FAS, Functions as a Service. Voilà. Donc, quand vous entendez parler de serverless, il y a ces 2 choses-là. Souvent, les gens mélangent serverless avec Functions as a Service, et on met tout dans le même sac. Donc, moi, je m'appelle Wassim Chagar, donc je travaille chez Microsoft, je suis Senior Cloud Advocate pour Azure, et je focus principalement sur les communautés JavaScript. C'est mon background, donc JavaScript Web, et donc c'est les communautés auxquelles je m'adresse majoritairement. Je suis sur internet sous pseudo Manikineko, sur Twitter, GitHub, et je rédige quelques articles, pas mal d'articles sur Dev2. Je suis également core team dans l'équipe Angular, dans l'équipe Tooling. On travaille sur le CLI, et mon rôle c'est faire en sorte que Bazel fonctionne avec le CLI. Qui connaît Bazel dans la salle? Par menu. Ok, ouais. Voilà, c'est un orchestrateur de build, je pourrais vous en parler plus tard après, j'ai plusieurs slides sur le sujet si vous souhaitez. Et voilà, donc je fais beaucoup d'open source, j'ai quelques applications si vous voulez en parler aussi, ce sera avec plaisir. Je suis également donc nominé par Google en tant que GDE, donc pour Angular, Actions on Google qui est donc le chatbot, SDK chatbot de Google, et côté GCP aussi, uniquement sur la partie Kubernetes et serverless du coup pour le coup. Alors, les avantages du serverless. Et là, je parle bien du serverless de manière générale. Principalement, ça va être, ça vous permet d'être efficace en fait. C'est-à-dire développer rapidement vos fonctionnalités. Et là, je parle vraiment de bout de fonctionnalité, pas toute l'application. On verra après ce que j'entends par là. Bien sûr, des coûts assez variables. Plutôt, comparé à acheter une VM et on la paye X euros par mois, peu importe
l'usage qu'on en fait. Là, vous allez vraiment payer ce que vous consommez. Les services aussi, pareil. Quand vous avez une VM ou votre serveur en premise, faut s'en occuper. Il faut le mettre à jour, il faut installer les patchs de sécurité, redémarrer quand ça plante. Là, tout est pris en charge pour vous. Et pareil, less waste, c'est-à-dire que, encore une fois, je prends toujours l'exemple des VM parce que c'est l'exemple assez répandu. On achète une VM, on l'utilise, peu importe au max. D'ailleurs, je crois qu'il y a des études qui ont été faites, en moyenne c'est 10% en fait qu'on utilise dans une VM. Donc c'est pas bien pour la planète, hein. Donc des machines qui tournent en permanence. Ce serait quand même bien d'utiliser, enfin d'allouer des ressources uniquement lorsqu'on en a besoin. La flexibilité, c'est-à-dire que mon architecture, d'ailleurs c'est le cas des microservices aussi. Je vais pouvoir utiliser le runtime que je veux, la stack que je veux en fonction des ressources, en fonction des souhaits des équipes, des compétences des équipes. Je ne suis pas, entre guillemets, marié à une techno. Je vais pouvoir facilement pivoter, changer éventuellement d'architecture aussi, ou voire simplement de stack. Je vais pouvoir facilement tester des choses aussi. Vu la simplicité, je vais vous montrer aussi le déploiement et du code, tout simplement. Bien sûr, après la partie scalabilité, ça en fait partie. C'est-à-dire que je vais avoir quelques ressources qui tournent si j'ai peu de clients, et puis le jour où je deviens célèbre, que mon produit devient célèbre, et ben là, l'infrastructure va pouvoir scaler en fonction de ça. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va de pair vraiment avec les architectures microservices. C'est-à-dire que même si, on va considérer que vous êtes tous sur des archis microservices, vous allez pouvoir, par exemple, débrancher une brique et puis plugger une solution, entre guillemets, serverless, je mets des guillemets pour l'instant, qui va fonctionner correctement avec le reste de l'architecture. Donc, pour faire simple, vous allez pouvoir vous focuser sur le code. C'est-à-dire, nous, notre métier, en tant que développeur, c'est de réfléchir à des problématiques et proposer des solutions à travers du code. Pas vraiment la configuration de notre serveur ou l'infrastructure de manière générale. Auto-scaler au besoin. Upscaler ou downscaler aussi, bien sûr. Si j'ai... quand les soldes arrivent, je vais avoir un pic de demande, et ben quand les soldes passent, effectivement, j'ai envie que mes VM, entre guillemets, ou mes containers downscale, et comme ça, je ne paye que ce que j'utilise. Voilà, donc l'offre serverless chez Azure. Donc on a beaucoup de choses, je vais passer rapidement sur ce slide. Donc aujourd'hui, bien sûr, je vais vous parler des functions, mais il y a d'autres outils, d'autres solutions autour de ça. Typiquement les Logic Apps qui vous permettent vraiment, de manière visuelle, de configurer des scénarios assez complexes à travers vraiment vraiment du plug and play, entre guillemets, des services avec du point and click. Là, je caricature vraiment pour pas rentrer dans le détail. Pas mal de solutions. Je pense que vous connaissez déjà un peu le système, l'écosystème. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur serverless. Et rappelez-vous, sur functions. Donc, serverless, c'est functions et backend as service. Alors, les functions. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, commun en fait à tout l'écosystème des functions, pas uniquement chez Azure. En fait, c'est vraiment la définition de base. Ça va être en fait des solutions qui sont totalement managées pour nous, c'est-à-dire gérées par le cloud provider. J'ai pas besoin de gérer ni infrastructure, ni configuration, ni rien du tout. Juste coder et déployer mon code sous forme de fonctions. C'est pour ça que ça s'appelle des functions, des méthodes de fonctions. C'est totalement sandboxé, sécurisé. Donc voilà, après bien sûr on peut rentrer dans le détail, mais j'ai la garantie que ma fonction va être secure. Je vais pas pouvoir du coup, même ne serait-ce faire communiquer deux fonctions entre elles directement. Déjà c'est à éviter parce qu'après on finit par faire un monolithe avec une functions plutôt que de découper vraiment en petites fonctions. Mais en tout cas voilà, on a cette sécurité là si on en a besoin. Et bien sûr, en fait, l'argument phare des functions, c'est que c'est event-oriented, c'est-à-dire que je vais pouvoir déclencher mes fonctions en fonction d'événements. Et je vais vous présenter tout à l'heure c'est quoi ces événements-là.
Et bien sûr, je l'ai redit, je le redis, la scalabilité. Downscaler, upscaler au besoin quand il faut. En termes de runtime, il y a pas mal de choix en fait côté Azure. Donc tout ce qui est possible de faire aujourd'hui, ça va être du .NET, du C#, mais aussi du Node.js. Qui connaît le logo bleu? Enfin, je sais pas, voilà, Sharp. Et bien sûr Java. Il y a d'autres technos en cours d'expérimentation, type Python, TypeScript, Bash, PowerShell, PHP, etc. Et il y en a d'autres en fait régulièrement qui sortent. Donc n'hésitez pas à jouer avec et puis nous faire des feedbacks, parce que tout est open source. En termes des triggers, donc avec côté Azure, là, une fonction, elle est réveillée entre guillemets à travers un événement. Typiquement ici, le blob storage, je vais upload un fichier côté blob storage. Hop, j'ai une fonction que j'avais programmée pour ça, qui va pouvoir être exécutée et puis faire une tâche. Par exemple, prendre ce fichier-là puis le processer. Cosmos DB, c'est une solution database de Microsoft. Pareil, je vais pouvoir écouter des entrées, des updates, des suppressions de nœuds, et puis exécuter des fonctions pour cela. Après, voilà, je ne vais pas tous les passer. C'est des liens d'ailleurs, vous pourrez les cliquer dessus tout à l'heure. Mais voilà, il y a beaucoup de choix. Typiquement, voilà, HTTP c'est le plus connu, enfin, le plus répandu. Je crée une fonction que je vais pouvoir appeler via une méthode HTTP. Souvent, ça s'est utilisé en IoT ou en chatbot par exemple. Ou par exemple des timers. Je vais avoir du coup un cron qui va tourner et qui va s'exécuter à intervalles réguliers. Les bindings. Alors les bindings, ça c'est un truc vraiment bien, même moi quand j'ai découvert ça. C'est-à-dire que dans ma fonction va être facilement pluggable avec un autre système. C'est-à-dire, par exemple, pour le blob storage, rien qu'à travers un fichier de configuration, enfin un fichier de JSON, 3 lignes de JSON, en fait, je vais pouvoir dire, ok, ma fonction, je veux, quand elle a fini de traiter mon fichier, qu'elle le stocke en blob storage, mais juste avec une configuration, plutôt que d'utiliser le SDK pour faire mon propre, enfin invoquer moi-même le process qui fait le storage. Et ainsi de suite. Par exemple, la dernière ligne, c'est Twilio. Twilio, c'est un service d'envoi d'SMS et d'appels. Je pense que vous connaissez déjà. Pareil, avec 2-3 lignes de configuration, je vais pouvoir dire, OK, voici ma clé d'API, mon numéro de téléphone, etc. Et puis, le binding fait tout automatiquement pour vous derrière. Vous avez juste à dire, OK, voici le message, le numéro de téléphone, envoie. En termes d'expérience développeur, là, je vais essayer de passer vite parce que j'ai une démo à vous montrer après. En termes d'expérience développeur, on voyez ce qu'il faut, honnêtement, donc à commencer par VS Code. Qui utilise VS Code dans la salle? Avec 80% à peu près, ouais. Donc voilà, il y a ce qu'il faut en tout cas comme extension, et il y a des extensions officielles bien sûr. Voilà, à travers cette extension, vous allez pouvoir tout manager dans votre application Functions. Créer des fonctions, enfin créer déjà votre projet, créer vos fonctions, créer les storages qui vont avec, les déployer, enfin tout ce que vous pouvez imaginer directement depuis VS Code. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le CLI, il n'y a pas de raison, hein. Même principe. Je utilise donc le SDK Azure me propose cette func, ce binaire func qui permet du coup d'initier un projet, de donc créer ou générer en fait en même temps une fonction avec un type défini de trigger. Donc là c'est un trigger HTTP, mais bien sûr je peux proposer n'importe quel trigger parmi ceux qui sont supportés. Et là je peux la démarrer du coup en local quand je suis en train de débugger. Et du coup, mon fonction est disponible sur le port 70-71. Voilà, en tout cas, via ce format-là. Donc, rapidement, à quoi ça ressemble un mini projet Functions. Donc, j'ai un fichier de configuration, dont je vous ai parlé, qui définit les bindings et les triggers. Et typiquement ici, voilà, j'ai une fonction de type HTTP trigger. Et puis, je définis que, en fait, le direction in, ça veut dire que je vais invoquer cette fonction, en fait. Via une méthode. Donc c'est moi qui fais l'appel manuel déjà pour trigger cette fonction. Et donc la requête sera dans la variable qui s'appelle rec. Et donc je veux que cette fonction, le résultat de cette fonction en fait, ça soit aussi du HTTP. Rappelez-vous tout à l'heure je vous ai parlé du binding, donc ça c'est un binding HTTP. J'aurais pu par exemple dire que je veux que le retour soit une queue ou un storage ou une écriture dans une base ou un envoi d'SMS,
voilà, parmi ceux qui sont supportés. Et voilà, et donc le code de ma fonction, donc le minimum, donc c'est un Hello World qui ressemble à ceci. Donc là, bien sûr, c'est du Node.js, vous avez compris, je fais du JavaScript. Vous remplacez ça par n'importe quel autre techno supporté, Java, Python, ce que vous voulez. Pour déployer une fonction, alors pareil, il y a le choix. Il n'y a pas que Git ou Zip ou ce que vous voulez. Soit vous pouvez directement déployer via VS Code, comme ce que j'ai montré, via le CLI, vous branchez votre propre repo externe, vous déployez via un Git interne, voilà. Il y a vraiment le choix. Et donc, pareil, vous avez donc les liens vers la doc qui expliquent tout ça parce qu'il y a trop de choix, honnêtement. Ou tout simplement déployer via le portal, dont j'ai pas parlé. Quelques tips personnels. Ngrok, vous connaissez? Qui connaît Ngrok? Ok, cool. Voilà, vous pouvez l'utiliser bien sûr sur le port défini, ou pour ceux qui préfèrent Local Tunnel, même principe. Voilà. Comme ça, vous pouvez exposer sur le net vos fonctions locales et pensez à les arrêter quand vous avez fini, au cas où. Pour les petites anecdotes, j'avais fait un truc comme ça où j'avais hacké mon bureau qui m'autorisait en mettant une lien externe. Je l'ai oublié bien sûr, mais quelqu'un a réussi à faire descendre en fait le bureau, mais bon. Je l'ai arrêté, donc voilà, je ne publierai pas l'URL. Je l'avais publié sur Twitter, mais sans faire gaffe. Si vous le souhaitez, donc c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez, vous pouvez tester en fait la availability de vos fonctions, enfin en utilisant par exemple Artillery, qui est un package, mais il y en a plein d'autres. Si vous testez par exemple la montée en charge de vos fonctions, au cas où ça après, je veux dire, l'infrastructure d'Azure vous permet quand même une availabilité assez solide, mais bon, c'est drôle de tester en tout cas. Comme ça, vous pouvez venir nous engueuler si ça marche pas. Quelques petits trucs à améliorer, on va dire. Encore une fois, en fonction de mon expérience personnelle, à commencer donc par les logins. Donc bien sûr, enfin loguer en fait les traces. Comme c'est du code en fait qu'on déploie dans le cloud, donc pas sur notre machine mais sur notre machine, ça peut être des fois en fait challengeant de récupérer l'information qui nous intéresse. Donc bien sûr, côté Azure, côté Portal, il y a ce qu'il faut pour faire du monitoring. Il y a par exemple App Insight qui permet vraiment de rentrer dans le détail en mettant des queries pour récupérer l'info qui nous intéresse. Après voilà, ça se termine souvent avec des console logs dans le code. Si vous débuguez en local, vous pouvez faire des points d'arrêt en JS. Je crois que ça marche aussi dans les autres technos. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler dès le départ. C'est-à-dire avoir en fait un framework de log qui marche bien, qui vous donne la bonne information. Il y a aussi, c'est pour ceux qui utilisent VS Code. VS Code, il y a un moyen, on va dire, de streamer directement en fait en live les logs d'une fonction qui tourne dans une instance cloud. Directement depuis votre poste. Ce que vous appelez ici les optimisations DNS, si votre fonction doit faire des appels réseau, etc., essayez quand même de regrouper les appels ou mettre en place un système de cache, parce que des fois en fait on peut payer du coup pour ces ressources. Surtout que vous payez en fait à la consommation. Encore une fois, je rentre pas trop dans le détail, mais il y a beaucoup de paramètres. Mais plus votre fonction tourne, plus vous allez payer. Plus le CPU qu'elle consomme, la RAM, etc. Donc si vous faites une requête sur un serveur externe qui met du temps à répondre, vous allez payer pour ça aussi. Souvent, ça peut être aussi problématique pour vous peut-être, donc le choix du runtime. Typiquement, je pense à Node.js, donc il y a plusieurs versions. Si vous utilisez, je sais pas moi, du async await, alors c'est déjà supporté chez nous. Mais voilà, si vous ne mettez pas la bonne version de Node, votre code risque de marcher en local, par contre, ne marche pas sur votre instance distance. Donc faites attention à ça aussi. C'est juste des choses en fait qu'il faut garder en tête. Il y a des solutions pour tout, il faut juste penser à ça à l'avance. Et bien sûr, j'imagine comme toute stratégie de déploiement ou du continuous delivery, il faut toujours avoir des stratégies de rollback au cas où votre code plante. Mais ça, j'imagine que c'est une règle de base. Ok, bon, je vous ai dit, j'ai fait vite. Alors, la petite démo en fait que j'ai prévue pour ce soir, que j'ai fini de coder ce matin, c'est très simple. J'ai fait une application donc, en Angular, vous avez compris pourquoi. Je prends une photo de quelque chose où il y a du texte,
Donc je vais prendre cette photo, je vais la stocker sur Blob Storage. Et donc à chaque étape, en fait, j'ai une fonction qui se réveille et qui traite quelque chose de ce process-là. Donc là, la step 2, en fait, c'est une fonction qui va prendre l'image, la passer du coup à la step 3 pour extraire le texte avec la Vision API de Microsoft. Le texte que je prends du coup, je vais le passer à une autre fonction qui utilise la Translation API pour traduire le texte dans une langue au hasard, on va dire. Bon, là, pour la démo, je l'ai mis en allemand. Voilà, parce que c'était le premier dans la liste. Je parle pas allemand, donc je ne saurais pas vous dire tout à l'heure si la traduction est bonne ou pas. Et puis, je prends le résultat, je le stocke dans une table NoSQL, vraiment flat. Et après, du coup, j'ai une autre fonction, encore une fois, qui récupère ce fichier-là, ce texte, pardon, et qui l'envoie du coup à une autre fonction qui, elle, envoie le SMS avec le SDK Twilio. Enfin, le SDK, avec le binding Twilio, parce que je vous montrerai le code tout à l'heure. Bien sûr, c'est un peu tiré par les cheveux comme démo, mais on peut imaginer des use cases voilà, de ce genre de traitement de données, par exemple. Vous pouvez vous limiter à 2-3 fonctions, vous n'êtes pas obligé de mettre 8 fonctions non plus. Hop, donc pour résumer, ça c'est l'architecture de cette application-là. Je tweeterai tout à l'heure les slides, donc il y aura les photos, enfin tout ça en grand format, on va dire. C'est clair, c'est simple, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça j'ai prévu ça au cas où la démo foire aujourd'hui, parce que voilà, toujours le réseau. Hop, je vais juste voir. Ouais, bah, ce que j'ai prévu. Hop. Vous voyez un peu là? Ok. Bon, la résolution d'écran ne permet pas d'avoir un truc correct. Alors bien sûr, l'application, on peut l'avoir sur téléphone aussi. Mais comme là, si je monte sur le téléphone, vous n'allez pas voir, donc je préfère lancer sur l'ordinateur. Mais globalement, j'ai prévu aussi voilà, un peu de texte que j'avais mis de côté. Donc là, je vais cliquer sur Capture. Là, je suis content de mon image, on va dire. Après, je vais faire Process. Attendez, je vais d'abord juste mettre le... Donc j'ai mis en dur mon numéro de téléphone, donc n'allez pas essayer l'application tout à l'heure. Et de toute façon, je crois que j'ai mis 25$ sur Twilio, donc une fois dépassé, voilà. Hop. Donc là, j'ai fait envoyer. Normalement, je devrais recevoir le SMS d'ici 10-15 secondes. À côté, je vous montre en fait ici le Storage Explorer. Où, voilà, donc j'ai reçu le SMS. Vous me direz tout à l'heure si c'est la bonne traduction ou pas. Là, je pourrais pas du coup si translation. Hop. Refresh. Hop. Donc ici, vite fait la configuration. Donc ma table s'appelle OCR Translation SMS. Et donc dedans, je stocke mes blobs. Donc là, c'est les images en fait que je prends. Je sais pas si on peut les télécharger. Là, je suis sur la 4G, je crois, d'Olivier. J'espère que ça va fonctionner. Ouais. Open. Juste pour vérifier si c'est bien la dernière photo que j'ai prise, quand même. Voilà, donc c'est la bonne photo. Donc, uploader via, enfin, transférer via Angular depuis le front sur storage. Et donc, à côté, j'ai mes tables, la table translation, du coup, qui stocke le résultat traduit. Donc, j'imagine que c'est celui-ci. Voilà, donc avec la traduction allemande, je pense. Donc voilà, donc ça c'est un outil d'ailleurs que vous pouvez télécharger pour explorer si vous préférez utiliser celui-ci plutôt que le portal. Je reviens du coup sur le portail. Je vais essayer de dézoomer un peu. Là, je suis sur le portail Azure dans la partie Function App où j'ai ici mes 4 fonctions. La première fonction qui processe l'image pour extraire le texte, la deuxième qui la traduit, l'autre qui sauvegarde du coup le résultat, et le read result, c'est elle qui lit le résultat et l'envoie par SMS. J'imagine que vous voulez voir le code. J'avais prévu en fait, j'avais mis le texte en gros, finalement je vais devoir dézoomer. Non, c'est trop petit. Là c'est mieux. Ok.
Donc ici j'ai la fonction qui processe l'image. Hop. J'ai la signature de la fonction ici, process image, qui prend du coup le contexte, et une variable qui représente mon image binaire, pardon, le chemin dans la table, mon blob storage. J'appelle ici une fonction que j'ai codée, que je vais vous montrer, qui s'appelle extract text. Je lui donne les informations, et elle me retourne du coup le texte, et je fais done. Voilà. Rappelez-vous, donc la première fonction, c'est elle qui prend l'image, le binaire, qui extrait le texte et qui du coup passe l'information à la deuxième fonction. Je ne sais pas si je peux revenir à mon diagramme ici. Ah, bah, du coup, c'est groupé. Comment je fais? Ouais. Donc en gros, c'est la fonction 3 en fait, qui prend l'image, qui fait un computer vision pour extraire le texte et qui fait un queue storage. Donc elle passe l'info dans un sorte de pub-sub en fait. Et après, donc la quatrième fonction qui se réveille et qui va lire du coup ce contenu du pub-sub. Donc la configuration en fait, hop, de la fonction 2, process image, donc c'est un blob trigger en input, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un blob trigger, qu'il y a un stockage dans le storage en tant que blob, parce qu'en fait on peut stocker aussi des files du texte, du blob et un troisième truc, je ne me rappelle plus ce que c'était. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le blob. Et je lui ai dit, en fait, écoute, ce chemin-là, c'est-à-dire OCR translate SMS / un nom.jpeg. Ça, c'est le nom de mon fichier, mon image, en fait, qui est transféré par Angular. Et bon, ça, c'est juste pour le test. Et après, une fois que tu as fini, une fois que tu as processé l'image, etc., que tu as extrait le texte, envoie-moi donc en output le résultat de cette fonction-là dans une queue qui s'appelle OCR translate SMS-translate. Voilà, donc je communique par événement en fait entre les différentes fonctions. En tout cas, la première et la deuxième. Et voilà, juste avec ce fichier-là et cette fonction-là, bien sûr, l'extraction du texte, ça, du coup, c'est avec l'API. Donc l'API de Microsoft Computer Vision, donc ça, il faut lire la doc et du coup implémenter entre guillemets bêtement l'API avec une... Voilà, il faut provider la clé. Ça, enfin, je veux dire, sur le format d'entrée qu'il faut. En gros, ici, voilà, ce qui est important ici, c'est l'URL vers l'image. Et puis en résultat, bon après du coup j'ai un JSON assez gros, il faut le formater pour extraire le texte qu'il me faut. Parce qu'en fait, cette API-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte vraiment où se trouve le texte dans l'image avec les X et les Y, enfin voilà, la position en fait. Moi, je voulais juste le texte. Donc j'ai fait une petite truc vite fait pour flatten tout ça. Et donc voilà, donc le reste des fonctions, ça ressemble à ça. J'ai un squelette qui fait 5 lignes avec du coup un traitement éventuellement pour extraire, sauvegarder ce que vous voulez derrière via des SDK externes. Je crois que c'est tout ce que je voulais montrer. Oui, bien sûr. Donc tout le code sera est déjà open source, donc le back et le front. Je publierai ça tout à l'heure sur Twitter si vous voulez regarder. Après, bon, pour le reste, je pense que de toute façon, la connexion est assez limitée. Je ne vais pas m'amuser à faire la démo du portail, sinon ça va être très très lent. Mais voilà, si vous avez du temps tout à l'heure ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste donc, hop. Donc dans les slides, il y a des ressources, des liens vers la doc, vers ce dont je viens de parler. Il y a aussi des liens qui vous permettra, pour ceux qui n'ont pas déjà créé un compte gratuit, avec donc 12 mois gratuits en fait de service. Et aussi le dernier lien, c'est pour apprendre gratuitement en fait les fondamentaux de Azure. Donc il y a plein de chapitres et c'est gratuit. Donc voilà, merci à toutes et à tous et à tout de suite pour les questions et la bouffe.